Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'Alexandra Kollontai. Alexandra Kollontai, c'est une féministe révolutionnaire russe qui malheureusement n'est pas très connue. Quand j'étais plus jeune, j'avais lu plusieurs de ses écrits, mais je savais peu de choses en fait sur sa vie. Et pour faire cette vidéo, je me suis surtout inspirée de ce livre. D'abord, je vais commencer par vous parler de son enfance et de sa jeunesse. La petite Alexandra Domontovic, qu'on surnomme Shura, est née le 19 mars 1872. Elle vient d'une famille aristocratique. Son père fait partie de la noblesse ukrainienne et sa mère vient d'une famille de riches propriétaires terriens russes, mais avec des origines finnoises. Durant son enfance, Alexandra apprend l'allemand, l'anglais et le français. Elle voyage d'ailleurs plusieurs fois à l'étranger en compagnie de ses parents. Et ses parents sont plutôt progressistes, mais quand elle demande à aller à l'université, sa mère lui refuse quand même. Elle lui dit ma fille, tu devrais plutôt être institutrice et faire des études courtes. Sa mère lui rappelle aussi que le destin de la femme, c'est le mariage et la maternité. Et finalement, Alexandra finit par rencontrer un jeune homme dont elle tombe follement amoureuse, Vladimir Kollontai, qui est son cousin et qui est beaucoup plus pauvre qu'elle. Et ses parents s'opposent à cette union, mais elle insiste et elle finit par se marier avec Vladimir. Rapidement, ils ont un enfant, un fils, Michael, surnommé Misha. Mais très vite, Alexandra se rend compte que cette vie bourgeoise, que cette vie maritale n'est pas faite pour elle. Elle écrit à sa meilleure amie « Je hais le mariage ». Et elle finit, 5 ans après son mariage, elle finit par quitter son mari et elle part vivre à Zurich. Elle part étudier l'économie politique. Elle dira plus tard dans ses mémoires qu'elle aimait son mari, mais qu'elle trouvait que le mariage était une prison. Donc elle étudie, elle lit, elle voyage, elle se documente et elle commence à s'intéresser aux idéaux communistes et révolutionnaires. Elle entretient une correspondance avec Lénine. Elle rencontre certaines figures de proue du mouvement socialiste, comme Clara Zetkin ou Rosa Luxembourg en Allemagne. En 1914, elle s'allie à Lénine et elle est contre la guerre. En 1917, elle va jouer un rôle dans la révolution russe. Elle constate que les femmes les plus pauvres, ce sont les femmes des soldats partis à la guerre, et ces femmes n'ont plus de ressources pour nourrir leurs enfants, et elle organise donc des marches de femmes. Après la Révolution et la destitution du tsar, elle rentre dans le gouvernement provisoire dirigé par Lénine, et elle est la première femme membre du gouvernement. Elle met en avant des problématiques qui sont spécifiquement féminines, comme le travail des femmes, ou encore la reconnaissance de la grossesse. Et elle est assez mal vue par les membres du parti qui l'accusent de vouloir diviser le parti, de vouloir créer une sous-section féminine au sein du parti. Elle est aussi en désaccord avec Lénine sur de nombreux sujets, comme la peine de mort. Elle est contre la peine de mort et Lénine est pour. Elle critique le caractère bureaucratique du nouveau gouvernement et elle finira d'ailleurs par rejoindre l'opposition. À cette même période, elle écrit aussi sur la condition des femmes et elle propose des solutions pour l'émancipation des femmes et pour un monde égalitaire entre hommes et femmes. Et Alexandra s'oppose aussi à ce qu'elle appelle le féminisme bourgeois. Pour elle, les féministes bourgeoises, ce sont des femmes plutôt riches qui se contentent de droits civiques, comme le droit de vote
ou le remplacement du mariage religieux par le mariage civil. Et elle trouve que ces femmes ne vont pas assez loin, que ces femmes ne sont pas assez radicales, et pour elle, il faudrait carrément abolir le mariage. Elle écrit que le mariage actuel en Russie n'est bien souvent qu'un échange de dot, et qu'on devrait remplacer le mariage par l'amour libre qui reposerait sur le seul consentement. Elle défend aussi l'idée que l'on peut tomber amoureux de plusieurs personnes à la fois, et elle fait une distinction entre l'amour et l'attirance purement sexuelle qu'elle appelle l'amitié érotique. Elle s'oppose aussi à la prostitution qui pour elle déforme les rapports entre hommes et femmes et encourage les hommes à être violents. Sur la question de la prostitution, elle écrit « La prostitution éteint l'amour dans les cœurs. Elle déforme les idées normales des hommes, elle appauvrit et empoisonne l'âme, elle lui enlève la chose la plus précieuse, la capacité d'un sentiment passionné d'amour, élargissant, enrichissant la personnalité par l'apport de sentiments vécus. » Et sur l'éducation des enfants, elle a aussi une idée qui est vraiment très originale et peut-être un peu trop extrême. Elle défend l'idée que les enfants ne seraient plus les enfants de leurs parents, mais les enfants de la collectivité. Ils seraient élevés dans des internats où ils emprendraient la fraternité, la solidarité et l'entraide. Et ils verraient assez peu leurs parents en fait. Il n'y aurait plus de famille nucléaire, mais une grande famille au sens large. Chaque enfant serait un enfant de la collectivité. Tous les adultes auraient un peu le devoir d'éduquer tous ces enfants, même ceux qui ne sont pas les leurs. Donc comme vous voyez, c'est une vision très radicale et très utopique. Et d'ailleurs, Lénine n'était pas d'accord avec elle sur ce sujet non plus. Lénine ne voulait pas abolir la famille. Voilà ce qu'elle écrit sur la famille et sur l'éducation. L'état des travailleurs a besoin d'une nouvelle forme de rapport entre sexes. L'affection étroite et exclusive de la mère pour son enfant doit s'agrandir pour embrasser tous les enfants de la grande famille prolétarienne. À la place du mariage indissoluble, basé sur la servitude de la femme, on verra naître l'union libre, forte par l'amour et le respect mutuel de deux membres de la cité du travail, égaux dans leurs droits et dans leurs obligations. À la place de la famille individuelle et égoïste, surgira la grande famille universelle ouvrière, où tous les travailleurs, hommes et femmes, seront avant tout des frères, des camarades. Donc après son travail politique, elle change de casquette et elle a une nouvelle carrière dans la diplomatie. Elle représente la Russie en Suède, en Norvège et au Mexique et dans divers autres pays. Et elle meurt en 1952 à l'âge de 80 ans. Donc comme je vous l'ai déjà dit, elle est assez peu connue, mais elle a été redécouverte par des féministes dans les années 70. Et je trouve ça un peu triste parce qu'elle est souvent réduite à « oui, c'est une femme qui a pensé la révolution sexuelle », alors qu'en fait, elle avait aussi d'autres idées, d'autres projets. Et c'est triste qu'elle soit un peu connue que pour ça et pas pour sa carrière en tant que ministre, en tant qu'ambassadrice. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Bisous à tous et on se retrouve à la prochaine vidéo.